Je n'avais jamais cru au pressentiment, jusqu'à ce que je ressente ce frisson étrange, glissant entre mes omoplates, lors de ce mardi tout à fait ordinaire. Il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de tension, que je ne pouvais pas expliquer. Mon voyage d'affaires à Lyon a été annulé à la dernière minute, notre fournisseur principal était tombé malade, cloué au lit par une bronchite aiguë, et cette réunion cruciale a été automatiquement repoussée, à la semaine suivante. Ma secrétaire m'a appelé à 8 heures tapantes, alors que j'étais déjà en train de faire ma valise. Pour être honnête, je m'en suis même réjoui. J'étais fatigué des déplacements incessants, des chambres d'hôtel monotones, et de la nourriture en plastique des aéroports. J'avais simplement envie de rester à la maison, dans le calme, auprès de ma femme. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai pris le chemin du retour, sans même prévenir Céline de mon arrivée. Pourquoi? Je voulais lui faire une surprise. En route, je me suis arrêté chez le fleuriste, et je lui ai acheté ses fleurs préférées, des roses blanches, un bouquet immense, majestueux et parfumé. Je me disais que nous pourrions, peut-être, aller dîner dans ce petit restaurant italien, là où nous avions fêté nos 5 ans de mariage. Que nous pourrions, enfin, avoir une vraie discussion à cœur ouvert. Ces derniers temps, c'était comme si nous nous étions éloignés, doucement, l'un de l'autre. Chacun plongé dans ses propres affaires, perdu dans ses propres pensées. En approchant de notre immeuble, vers midi, j'ai tout de suite remarqué une voiture familière, garée devant l'entrée. Une berline grise, la voiture de mon cousin, Julien. Nous avions grandi ensemble, nous étions très proches, autrefois. Il avait même été mon témoin, le jour de mon mariage. Mais, ces dernières années, nous ne nous voyions que très rarement, juste lors des fêtes de famille, 1 ou 2 fois par an. Que faisait-il ici, en plein jour de semaine, pendant les heures de bureau? C'était étrange. Julien ne passait jamais à l'improviste, sans prévenir, et encore moins au beau milieu de la semaine. Je me suis garé, j'ai pris mon bouquet, et j'ai attrapé mon sac. En montant les escaliers jusqu'au 4e étage, j'ai entendu des bruits, filtrant à travers la porte de notre appartement. De la musique jouait doucement, un air de jazz. Et des rires. Le rire de Céline, un rire que je n'avais pas entendu depuis des mois, voire plus longtemps encore. Ce même rire, insouciant, éclatant, plein de jeunesse, exactement comme lors des premières années de notre rencontre. Mon cœur a bondi de joie, cela signifiait qu'elle était de bonne humeur. Cela signifiait que, ma surprise, allait être un succès. J'ai sorti mes clés, et j'ai ouvert la porte, sans faire le moindre bruit. Dans l'entrée, 2 paires de chaussures étaient posées, les escarpins de Céline, et les chaussures d'homme de Julien. Je me suis avancé silencieusement, presque sur la pointe des pieds, espérant toujours créer un effet de surprise. La musique provenait du salon. J'ai poussé la porte, qui était déjà entr'ouverte. Ce que j'ai vu à cet instant, a littéralement glacé le sang, dans mes veines. Sur le canapé, notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble, 3 ans plus tôt, étaient assis Céline et Julien. Trop près l'un de l'autre, d'une proximité indécente. Sur la table basse, reposaient 2 verres de vin rouge. Une bouteille de Bordeaux à moitié vide, cette bouteille très chère, que je gardais précieusement, pour une grande occasion. La main de ma femme était posée, sur le genou de mon cousin. Ses doigts froissaient, avec une langueur évidente, le tissu de son jean. Ils se regardaient droit dans les yeux, échangeant ce sourire intime, un sourire qui ne laissait place, à aucun doute. Ils se sont retournés, au bruit de mes pas, de manière parfaitement simultanée. Comme dans un ralenti cinématographique, j'ai vu leur sourire s'effacer, glisser de leur visage, j'ai vu leurs yeux s'écarquiller de terreur, et j'ai vu Céline bondir sur ses pieds, retirant sa main si brusquement, comme si elle s'était brûlée. Julien a blêmi. Son visage, d'ordinaire bronzé, est devenu blanc comme une craie. Un silence lourd, assourdissant, s'est abattu sur la pièce. Seul le jazz continuait de jouer, formant une bande-son moqueuse, et cruellement déplacée, pour accompagner l'effondrement de ma vie. Antoine. La voix de Céline a tremblé. Tu étais censé être en voyage d'affaires. Non, c'est bien que tu sois rentré. Quelle surprise. Mais, tu devais être en déplacement. Elle s'était trahie, dès cette toute première phrase. Céline a commencé à balbutier, parlant d'une visite inattendue de Julien, de discussions sur des affaires de famille, d'une aide concernant des documents administratifs.
Les mots sortaient de sa bouche de façon chaotique, totalement incohérente. Julien restait assis, la tête baissée, fixant le sol, comme un petit garçon de 5 ans, pris la main dans le pot de confiture. Il gardait le silence, ne tentait aucune explication, ne soutenait pas la version de Céline, et ce mutisme en disait bien plus long que n'importe quel discours. Mais, je n'avais aucun besoin de leurs explications. J'avais tout vu, de mes propres yeux. J'avais vu son rouge à lèvres bordeaux, cette teinte précise, qu'elle ne mettait que pour les occasions spéciales, étalée grossièrement, sur le col de la chemise blanche de mon cousin. J'avais vu son peignoir en soie, jeté négligemment, par-dessus sa lingerie en dentelle. Elle n'attendait pas de simples invités. Elle l'attendait, lui. J'avais vu leurs regards effarouchés. Des regards de voleurs démasqués, surpris en flagrant délit, sur la scène du crime. Dans mon esprit, défilaient des bribes de pensée, des souvenirs épars. Toutes ces fois, où Julien passait par hasard, pendant que j'étais au travail. Toutes ces réunions de famille, où ils s'asseyaient côte à côte, échangeant des regards complices, tandis que je me disais, c'est bien, qu'ils s'entendent si bien. Tous ces retards au travail de Céline, son nouveau parfum, et cette soudaine froideur dans notre lit, depuis 6 mois. Depuis combien de temps? Ma voix a résonné avec un calme étonnant, d'une banalité presque déconcertante. Silence total. Céline s'est figée, la bouche légèrement entr'ouverte. Julien, lui, a agrippé ses propres genoux, à s'en blanchir les jointures. Je vous demande, depuis combien de temps, cette situation dure-t-elle? Soudain, Céline s'est mise à pleurer, de manière si brusque, si théâtrale, que l'évidence m'a frappé, ses larmes ne venaient pas du repentir, mais simplement, de la peur d'avoir été démasquée. Pardonne-moi, mon frère, a fini par marmonner Julien, sans toujours oser lever les yeux. Je ne le voulais pas. C'est arrivé, c'est tout. C'est arrivé, c'est tout. Comme si c'était un simple accident, comme s'il avait trébuché, et qu'il était tombé par hasard, dans le lit de ma femme. Et à cet instant précis, j'ai compris, avec une clarté absolue, cela ne datait pas d'1 mois, ni de 2. Cela durait depuis longtemps, suffisamment longtemps, pour qu'il n'ait plus peur. Suffisamment longtemps, pour qu'il se sente à l'aise chez moi, sur mon propre canapé, buvant mon propre vin, profitant de mon absence. Suffisamment longtemps, pour instaurer une habitude, une routine, un véritable système. Le bouquet de roses blanches a glissé de ma main, tombant lourdement sur le sol. Je me suis retourné, et j'ai quitté l'appartement, sans claquer la porte, sans hurler, sans rien casser. Je suis simplement sorti, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti loin d'ici. Parce qu'un scandale, des cris, de la vaisselle brisée, des pleurs. Non, tout cela aurait été bien trop facile, pour eux. Trop rapide, trop émotionnel, et, en fin de compte, beaucoup trop miséricordieux. Ils méritaient bien plus, infiniment plus que cela. Et tandis que je roulais à travers la ville, sans but précis, un plan prenait déjà forme, dans mon esprit. Un plan froid, calculé au millimètre près, d'une impitoyable cruauté. J'ai passé les jours suivants, à livrer une performance théâtrale parfaite, digne d'un grand prix du cinéma. Je suis rentré tard ce soir-là, faisant semblant d'avoir passé des heures dans un bar, pour réfléchir à la situation. Céline m'a accueilli, les yeux gonflés par les larmes, avec un discours préparé à l'avance. Elle m'a parlé d'une terrible erreur, d'une minute de faiblesse, elle m'a dit à quel point elle m'aimait, et à quel point, elle avait honte. Je l'ai écoutée en silence, j'ai hoché la tête, et je l'ai même serrée dans mes bras à la fin, sentant son corps frissonner de soulagement. J'ai besoin de temps, pour réfléchir à tout ça, ai-je murmuré doucement, feignant la confusion et une profonde douleur. Mais je ne veux pas détruire notre famille. Peut-être. Peut-être que nous pourrons surmonter cette épreuve. Elle s'est remise à pleurer, de gratitude cette fois, se blottissant contre moi, tandis que je restais là, le regard fixe dans le vide au-dessus de sa tête, ne ressentant plus rien, si ce n'est une rage glaciale, et un profond mépris. Le lendemain, j'ai retrouvé Julien dans un café. Il est arrivé le teint livide, de lourds cernes sous les yeux, ayant manifestement passé une nuit blanche. Il a commencé à s'excuser, bafouillant des phrases incohérentes. Pardonne-moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je t'en prie. Nous sommes tous les deux coupables. Pardonne-moi. C'est elle qui. Je l'ai interrompu,
d'un simple geste de la main. Oublions tout cela, ai-je prononcé avec difficulté, comme si chaque mot m'arrachait une souffrance physique. Tu es mon cousin, Céline est ma femme. Nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Promets-moi. Promets-moi juste, que cela ne se reproduira jamais. Julien a saisi ma main à travers la table, hochant la tête avec tant d'énergie, qu'il a failli renverser sa tasse de café. Il a juré sur tout ce qui lui était cher, me qualifiant d'homme généreux, de sage, de la meilleure personne au monde. Quel idiot! Il a réellement cru que j'avais avalé cette humiliation, que j'étais à ce point faible, à ce point pathétique. Tous les deux ont poussé un soupir de soulagement, pensant s'en être tirés avec une simple frayeur. Mais leur cauchemar ne faisait que commencer. J'ai pris une semaine de congé, prétextant un épuisement professionnel. Au lieu de me reposer, j'ai commencé à rassembler des informations, de manière méthodique, scrupuleuse, comme un véritable enquêteur. J'ai épluché nos factures téléphoniques communes, des 3 dernières années, un service dont Céline ignorait même l'existence. Le relevé détaillé, lui, ne ment jamais. Il s'envoyait des messages, et s'appelait, presque tous les jours. 3 ans. 3 foutues années, depuis cet été-là, où Julien nous avait aidés pour les travaux de rénovation, pendant que je m'épuisais au travail, 14 heures par jour, pour nous payer de nouveaux meubles. J'ai engagé un détective privé, un ancien policier, un professionnel cynique, qui ne posait que le strict minimum de questions. Une semaine plus tard, j'avais une vision complète de la situation. Des photos de leur rendez-vous au café, dans sa voiture, et dans un appartement que Julien louait, spécialement pour leur rencontre clandestine, un petit studio bon marché, situé en banlieue. Leurs échanges de messages, que le détective avait récupérés grâce à un ami hacker, sans que je ne demande comment il avait procédé. Cela m'était bien égal. J'ai installé plusieurs caméras miniatures dans notre appartement, dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine. Les technologies modernes font de véritables miracles, de minuscules appareils, de la taille d'un bouton, qui transmettent l'image, directement sur mon téléphone portable. Ce n'était pas pour accumuler des preuves en vue d'un divorce, j'en avais déjà largement assez, mais pour garder le contrôle, pour connaître chacun de leurs mouvements. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que Julien n'était pas le seul. 1 an plus tôt, alors que j'étais parti pour un long voyage d'affaires à Bordeaux, il y en avait eu un autre. Son coach sportif, un jeune culturiste au regard vide. Leur liaison avait duré 3 mois, jusqu'à ce que le garçon déménage dans une autre ville. Céline ne s'était pas avérée être une simple épouse infidèle ayant fauté par hasard. Elle était une menteuse professionnelle, une femme adultère pathologique, pour qui la trahison était devenue un véritable mode de vie. Cette découverte ne m'a pas blessé, elle m'a, au contraire, libéré. Les dernières miettes de doute, de pitié, ou de nostalgie envers notre passé commun, se sont évaporées, sans laisser la moindre trace. Désormais, je pouvais agir, avec un sang-froid absolu. Julien travaillait comme directeur commercial, dans une entreprise de construction, petite mais très rentable. Cette société était financée pour moitié, par notre oncle commun, l'oncle Pierre, un vieillard sévère de 70 ans, un ancien militaire, un homme de la vieille école, doté de principes de fer. Il avait investi une somme coquette, dans l'affaire de son neveu, il était fier de son petit Julien, qu'il jugeait responsable et prometteur, et il comptait bien lui laisser toute sa fortune en héritage, n'ayant pas d'enfant lui-même. Je me suis rendu chez l'oncle Pierre, dans sa maison de campagne. Nous avons bu un verre de cognac, nous avons longuement parlé de la vie. Ensuite, j'ai sorti ma tablette, et, sans dire un mot, je lui ai montré les messages, les photos, les vidéos. Je lui ai également montré des relevés bancaires. J'avais fouillé dans l'ordinateur de Julien, lorsqu'il avait eu la stupidité d'oublier son ordinateur portable chez nous, lors d'un repas de famille, il n'avait pas changé son mot de passe, depuis au moins 5 ans. J'y avais découvert des informations, particulièrement intéressantes. Julien volait de l'argent dans la caisse de l'entreprise, et ce, depuis des années. De petites sommes, environ 1000 à 1500 €, tous les 2 ou 3 mois. Il maquillait cela en fausses dépenses de matériel, ou en pots de vin pour les sous-traitants. Sur une période de 4 ans, le montant total s'élevait à plus de 30 000 €. Cet argent servait à acheter des cadeaux pour Céline, à payer le loyer de ce fameux studio clandestin, et à régler l'addition des restaurants. L'oncle Pierre fixait l'écran de la tablette,
et son visage se pétrifiait, seconde après seconde. C'était un homme pour qui l'honneur, la loyauté familiale et la droiture n'étaient pas de vains mots. Tromper son propre cousin, voler son propre oncle, c'était à ses yeux bien pire qu'un simple crime. C'était une trahison du sang, de la lignée, de tout ce en quoi il croyait fermement. Ordure, a-t-il craché entre ses dents, misérable ordure. 3 jours plus tard, Julien a été renvoyé de son travail, sans indemnité de licenciement, sans aucune lettre de recommandation, et sous la menace d'une plainte au pénal, s'il ne remboursait pas l'intégralité de la somme volée. L'oncle Pierre a convoqué son avocat, et a rayé son neveu de son testament, le soir même, en présence de témoins. Il a envoyé des lettres à tous les membres de la famille, expliquant clairement les raisons de cette rupture. Dans notre grande famille, les nouvelles circulent très vite. Une semaine plus tard, tout le monde savait que Julien était un voleur et un traître. Julien m'appelait tous les jours, pleurant au téléphone, me suppliant de glisser un mot en sa faveur auprès de notre oncle, jurant de rembourser l'argent et promettant de s'amender. J'écoutais ses lamentations, avec un plaisir glacial. Tu sais, Julien, lui répondais-je d'un ton compatissant, j'ai vraiment essayé de parler à l'oncle Pierre. Sincèrement, j'ai essayé, mais il a pris sa décision. Et elle est définitive. Je n'ai aucune influence sur lui. Il est profondément déçu. Je suis désolé, mon ami, mais tu es le seul responsable. Il me remerciait, même pour ses pitoyables tentatives, ignorant totalement que c'était moi qui avais servi à l'oncle Pierre, toutes ces preuves sur un plateau d'argent. Avec Céline, j'ai opéré de manière plus subtile, beaucoup plus perverse. J'ai commencé à soutenir activement son vieux rêve, ouvrir son propre salon de beauté. Elle en parlait depuis bien 5 ans, mais je l'avais toujours doucement découragée, évoquant les risques financiers. Mais désormais, je me montrais soudainement enthousiaste à cette idée. Faisons-le, lui ai-je dit un soir, en l'enlaçant dans la cuisine. Tu mérites d'avoir ta propre affaire. Je crois en toi. Céline a fondu en larmes de joie, se jetant à mon cou. Elle a pensé que je lui avais définitivement pardonné, et que nous prenions un nouveau départ. Stupide, naïve idiote. Je l'ai aidé à contracter un prêt important, de 50 000 €, en me portant garant, et en mettant notre appartement en hypothèque. Je l'ai aidé à trouver un local. Un endroit parfait, à première vue, en plein centre-ville, très spacieux, fraîchement rénové. Mais, à y regarder de plus près, l'emplacement était désastreux, dans une rue calme sans aucune place de parking, coincé entre 2 salons de beauté établis depuis des années, et possédant déjà leur clientèle fidèle. Mais cela, Céline ne le réalisait pas. Elle signait des contrats, que je l'aidais moi-même à rédiger, des accords commerciaux désavantageux avec le propriétaire des murs, avec les fournisseurs de matériel, et avec les agences de publicité. Je conseillais discrètement tous ces gens, leur expliquant comment soutirer un maximum d'argent, à ma femme bien trop crédule. Elle a investi tout son argent, jusqu'au tout dernier centime. Et lorsque le salon a été prêt, magnifique, parfaitement meublé, avec une équipe de professionnels recrutés, alors qu'il ne restait plus qu'à lancer la campagne de publicité et à ouvrir les portes, j'ai officiellement demandé le divorce. Avec un dossier accablant, prouvant son adultère, exigeant la séparation des biens, le remboursement intégral du prêt, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, pour préjudice moral. Mes avocats ont accompli un travail absolument impeccable. Le salon de Céline a ouvert ses portes, 1 mois après le dépôt de ma demande de divorce, et a fait faillite, seulement 2 mois après son inauguration. Exactement comme je l'avais minutieusement planifié. Exactement 1 an s'était écoulé, depuis le jour où je les avais surpris, sur ce canapé. Une année de vengeance froide, et méticuleusement orchestrée. Une année durant laquelle j'ai observé comment leur vie s'effondrait, lentement, inéluctablement, à la manière d'un bâtiment rongé de l'intérieur, qui finit par s'écrouler. J'ai appris, par des connaissances communes, que Céline travaille aujourd'hui comme simple réceptionniste, dans le salon de beauté de quelqu'un d'autre, en banlieue. Cette même femme, qui rêvait autrefois de bâtir un empire de l'esthétique, prend désormais les rendez-vous de manucure de ses clientes, pour le salaire minimum. Son propre salon a fermé avec fracas, une absence totale de clients, des dettes de loyer colossales, et de lourdes réclamations de la part des fournisseurs. Elle s'est déclarée en faillite personnelle, mais cela ne l'a pas sauvée, de ses obligations de crédit. La banque a saisi notre ancien appartement,
qui avait été mis en garantie. Et désormais, Céline loue un minuscule studio dans un quartier dortoir, dans ce même immeuble où vivait autrefois sa grand-mère, cet endroit précis, où elle avait juré de ne jamais remettre les pieds. Chaque mois, elle rembourse la banque, les fournisseurs, et les anciens employés du salon, qui l'ont traînée en justice, pour des salaires impayés. Je m'étais assuré que les documents soient rédigés de telle sorte, que la totalité de la responsabilité financière retombe lourdement sur ses seules épaules. Elle devra payer ses dettes, pendant au moins 7 ans. Elle vit chichement, devant faire des économies sur absolument tout, sur la nourriture, sur ses vêtements, et sur ses cosmétiques, qu'elle achetait autrefois par cartons entiers. J'ai su, par des relations, qu'elle a vieilli de 10 ans, en l'espace d'une seule année. Ses cheveux ont perdu de leur éclat, de profondes rides sont apparues autour de ses yeux, sa posture s'est voûtée. Cette étincelle de vie, qui m'avait tant attiré chez elle par le passé, s'est définitivement éteinte. Cette femme, qui paraissait à peine 30 ans du haut de ses 37 printemps, ressemble aujourd'hui à une femme de 45 ans, épuisée et ravagée par les épreuves. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle s'est violemment disputée avec Julien. Une dispute si violente, qu'il ne supporte plus aujourd'hui, d'entendre même prononcer le nom de l'autre. Cela s'est produit, 4 mois après le divorce. Julien lui a reproché d'être la cause de sa ruine, d'avoir perdu son emploi, la confiance de son oncle, son héritage, et sa réputation au sein de la famille, tout cela à cause de leur liaison. Céline a hurlé en retour, l'accusant de l'avoir poussé à l'adultère, lui rappelant qu'il lui avait promis le mariage, dès que je découvrirais la vérité, mais qu'il s'était comporté en lâche, la laissant affronter seule les conséquences. Leur ultime altercation a eu lieu dans un café, sous le regard médusé d'une dizaine de clients. Ils se sont hurlés dessus, s'accusant mutuellement, et se traînant l'un l'autre dans la boue. La vidéo de la scène a atterri sur Internet, et a fait le tour des réseaux sociaux locaux. Les commentaires des internautes ont été absolument impitoyables. La ville entière a discuté de leur histoire pathétique, pendant une bonne semaine. Après cet épisode, leur haine mutuelle est devenue définitive. Cette passion brûlante, qui les unissait autrefois, s'est consumée jusqu'aux cendres, pour ne laisser place qu'à un venin toxique et à de la rancœur. Julien a trouvé un emploi à Lille, à 800 km d'ici, occupant un poste de simple représentant de commerce, dans une modeste entreprise de bâtiment. Un poste 3 fois inférieur à celui qu'il occupait auparavant, pour un salaire divisé par 2. Il loue une petite chambre dans une colocation, car il a dû vendre son propre appartement ici, pour rembourser en partie l'oncle Pierre, et éviter ainsi la prison. Il est terrifié à l'idée de remettre les pieds dans notre ville. Beaucoup trop de gens connaissent son histoire. L'oncle Pierre ne lui adresse plus la parole depuis 2 ans. Pire encore, le vieil homme a banni Julien, non seulement de son testament, mais aussi de sa famille. Lors de la dernière grande fête familiale, célébrant l'anniversaire de notre oncle, Julien n'a même pas été convié. Et lorsqu'il a tenté de se présenter de lui-même, on lui a refusé l'accès à la maison. L'oncle Pierre est sorti sur le perron, et a déclaré, devant toute l'assistance. « Je n'ai plus aucun neveu », répondant au nom de Julien. « Va-t'en d'ici, et cesse de salir l'honneur de notre famille. » Julien est reparti, et n'a plus jamais tenté de revenir. L'intégralité de notre grande famille, soit une bonne vingtaine de personnes, cousins, cousines, tantes et oncles, lui a définitivement tourné le dos. Dans une petite ville de province, où tout le monde se connaît, la réputation est fondamentale, et il a perdu la sienne, de manière irrévocable. Son prénom même est devenu synonyme de trahison. Lorsqu'on veut mettre en garde quelqu'un contre une action sournoise, on lui dit « Ne fais pas ton Julien Martin ». C'est devenu une expression courante. La dernière fois que je l'ai aperçu, c'était il y a 6 mois, par pur hasard, dans une station-service. Il s'y était arrêté, alors qu'il était en route pour Lille. Il avait vieilli, les traits tirés, le visage creusé. Ses tempes étaient grisonnantes, son regard était éteint, et ses épaules tombaient d'épuisement. Nos regards se sont croisés, à travers 3 pompes à essence. Il a pâli, a détourné la tête, et s'est engouffré précipitamment dans sa voiture, sans même prendre le temps de remplir complètement son réservoir. Il a fui. Et dans cette fuite, il y avait tout, la peur, la honte, et l'amère réalisation, qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait. Et moi. J'ai vendu cet appartement, ce lieu où nous étions 3, moi, Céline,
et ses mensonges perpétuels. Je ne pouvais plus continuer à vivre entre ces murs. Chaque recoin de la pièce me rappelait sa trahison. J'ai acheté une nouvelle maison en dehors de la ville, une belle bâtisse à 2 étages, avec un grand terrain, un sauna et un jardin fleuri. Un endroit totalement vierge, où ni Julien, ni Céline ne sont jamais venus. Un espace pur, pour y bâtir une nouvelle vie. 6 mois après l'officialisation de mon divorce, j'ai fait la rencontre d'Hélène, une femme médecin pédiatre, veuve, et mère d'une petite fille de 8 ans. Une femme profondément honnête, ouverte, et d'une grande sincérité. Elle connaît mon histoire, dans ses moindres détails. Je lui ai tout raconté dès notre première rencontre, car je ne voulais pas entamer une relation, basée sur des non-dits. Elle a écouté avec beaucoup de compréhension, et sans le moindre jugement, m'affirmant avec douceur, « Tu avais parfaitement le droit de te protéger. » Nous sommes mariés depuis maintenant 4 mois. Sa petite fille a commencé à m'appeler papa. Son père biologique a tragiquement perdu la vie, dans un accident de voiture, il y a 3 ans. J'ai récemment entrepris les démarches, pour adopter cet enfant officiellement. Nous formons une véritable famille, une famille unie, quelque chose que je n'aurais jamais pu construire avec Céline, même lors de nos meilleures années. J'ai également fondé l'entreprise, que je repoussais depuis tant d'années, une petite société de conseil. Céline m'avait toujours répété, que c'était un projet beaucoup trop risqué, que j'avais besoin de la sécurité d'un salaire fixe, et que je ne devais surtout pas prendre de risques financiers. Je comprends maintenant la vérité, elle avait simplement besoin de mon argent régulier, pour satisfaire ses propres caprices, et pour entretenir Julien. Mon entreprise, quant à elle, a démarré sur les chapeaux de roue. En seulement 1 an, j'ai généré plus de revenus, qu'en 3 années entières, dans mon ancien emploi. Il m'arrive parfois, de croiser Céline en ville, le plus souvent près du supermarché, où elle achète les produits les moins chers des rayons, ou bien, attendant à l'arrêt de bus, puisqu'elle a dû vendre sa voiture, pour éponger une partie de ses dettes. Elle baisse invariablement les yeux vers le sol, chaque fois que nos regards se croisent accidentellement, voûtant les épaules, et tentant de cacher son visage. À 2 reprises, elle a essayé de m'adresser la parole, cherchant à me retenir. Je suis passé devant elle, ignorant sa présence, sans même ralentir le pas. Je n'ai plus rien à lui dire. Elle n'existe tout simplement plus, dans mon monde. Il y a 3 mois de cela, Julien m'a envoyé un long message décousu, sur une application de messagerie. Il me demandait, si ce n'était pas moi, qui avait tout organisé. Si je n'avais pas tout planifié de A à Z. Il m'écrivait qu'il avait de forts soupçons, qu'il y avait beaucoup trop de coïncidences étranges, et que tout s'était écroulé de manière bien trop synchronisée. Il me suppliait de lui répondre, de lui pardonner, de lui accorder une dernière chance de se racheter. Je l'ai lu, et je l'ai instantanément bloqué. Sans lui adresser la moindre réponse. À quoi bon? Qu'il continue à se poser des questions, qu'il se perde dans ses propres théories, qu'il passe des nuits entières sans fermer l'œil, repassant le film des événements dans sa tête, essayant désespérément de discerner la part de mon intervention, de celle du simple manque de chance. Cette incertitude rongeuse fait également partie de sa punition. Ils avaient choisi la voie de la trahison, ils avaient choisi le mensonge, l'infidélité, et l'abus de ma confiance aveugle. Je me suis simplement assuré que le prix à payer soit à la hauteur de leur crime. Pas un scandale expéditif d'un soir, ni un divorce immédiat avec un simple partage des biens, mais bien une destruction lente, méthodique, et méticuleusement calculée, de ce monde artificiel et mensonger, qu'ils avaient bâti dans mon dos, pendant 3 longues années. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils ont mangé dans le creux de ma main, pendant 1 année entière, me souriant avec affection, me remerciant chaleureusement pour mon soutien, ignorant totalement que chaque cuillerée était empoisonnée. Chacune de mes paroles réconfortantes les guidait, pas à pas, vers le précipice. Et, lorsqu'ils ont fini par réaliser la vérité, il était déjà beaucoup trop tard. Et savez-vous quoi? Je dors merveilleusement bien la nuit, sans l'ombre d'un cauchemar, sans le moindre remords de conscience, car la justice a finalement triomphé, silencieusement, élégamment, impitoyablement, et de manière définitive. Ils ont récolté exactement ce qu'ils avaient semé, ni plus, ni moins. Et moi, j'ai gagné ma nouvelle vie, une existence heureuse, honnête, et profondément authentique. Et c'est là, sans aucun doute, la plus belle des vengeances possibles.